Nantes est en première ligne d'un combat qui, on va le voir, n'est pas si facile et en passe d'être gagné. Nous allons en parler avec deux spécialistes, puisque l'animateur de notre délégation médias et réseaux numériques, nouveaux médias et réseaux numériques, Pierre Montel, est aussi un homme de radio. Il a été le premier président de Radio Prune à Nantes. Il est encore directeur de la FRAP, ou oui, encore pour quelques jours, c'est ça, directeur de la FRAP, qui est la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Et à partir de juin prochain, il sera le délégué général du syndicat national des radios libres. Donc il va quitter Nantes, enfin il va rester un peu sur Nantes, mais il va être aussi parisien dans son activité. C'est en tout cas une belle promotion pour lui. Je crois que peut-être la réussite du congrès des radios associatives qui s'est tenu à Nantes l'année dernière a peut-être joué un rôle. Et en tout cas, je tenais à le féliciter parce que c'est finalement une reconnaissance nationale d'un certain savoir-faire nantais. S'agissant de la RNT, je vais donc laisser à Pierre Montel le soin d'introduire cette séance particulière, en remerciant une nouvelle fois Pierre Boucard d'avoir répondu positivement à l'invitation du Conseil. Il est lui aussi finalement un des représentants de cette jeune génération nantaise qui démontre son intelligence des situations et sa capacité d'innovation. Donc on a un beau tandem de Nantais qui conduit un combat dont ils vont nous parler évidemment ce soir. Donc je passe tout de suite le micro à Pierre. Merci Philippe. Je vais pas m'éterniser puisque en tant qu'animateur de cette délégation Nouveaux Médias au Conseil de développement, ça fait longtemps que je réfléchissais à l'idée de causer de mon métier là, et notamment de l'actualité, la radio numérique terrestre, sans vouloir pour autant donner l'impression d'instrumentaliser cette délégation ou le Conseil de développement. Donc je vais préférer aujourd'hui rester en retrait. On a un invité qui est un des 5 spécialistes nationaux. Effectivement, on a la chance qu'il soit nantais sur la question de l'évolution numérique de la radiodiffusion, qui est le seul média après la presse papier, qui a migré sur Internet, après la télévision, comme vous l'avez dit, qui est passé à la télé numérique terrestre, qui est le seul média le plus populaire en France, le plus consulté et sollicité chaque jour par les Français, à ne pas avoir terminé sa révolution numérique. Et c'est vrai qu'à Nantes, il y a un combat qui est porté depuis maintenant 6 années, par les radios associatives, qui représentent donc les plus petits des acteurs des médias qu'on puisse trouver face aux services publics ou aux réseaux commerciaux. Et c'est vrai qu'on était très seuls. On était le petit village gaulois il y a 6 ans, face aux services publics, face à Lagardère Group, RTL Group, à essayer de pousser vers cette évolution technologique. Puis les radios commerciales régionales nous ont rejoints. Puis le service public nous a rejoints et aujourd'hui on est en passe de gagner ce combat des petits contre les gros. Restent, mais Pierre le détaillera, les principaux groupes commerciaux qui d'une manière maintenant assez violente s'opposent toujours à notre vision de l'avenir de la radiodiffusion. Pierre, je te laisse la parole. Juste vous rappeler qu'on va, comme d'habitude, procéder en 2 temps. Une première présentation, on va dire, magistrale de Pierre Boucard sur son parcours, sur le parcours de nos expérimentations, sur ce qu'est la radio numérique, comment ça fonctionne et comment ce changement va impacter aussi vos vies d'auditeurs dans votre quotidien. Et la deuxième partie, ce sera évidemment un échange aussi libre que respectueux, comme d'habitude. À toi, Pierre. Merci et bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi de pouvoir une nouvelle fois m'expliquer, ou en tout cas expliquer à un certain nombre de personnes notre démarche et puis également quel est l'intérêt et les enjeux de la RNT. D'abord mon profil, donc comme on l'évoquait tout à l'heure, j'ai plusieurs casquettes qui sont toutes liées les unes aux autres, sachant que je suis originaire de Nantes et que passionné de radio depuis ma jeune enfance, j'ai souhaité donc créer une radio locale qui aujourd'hui donc qui se développe et qui a 5 salariés, une quarantaine de bénévoles.
Sun, qui est né en 2001, a eu envie de travailler sur a amené la réflexion de la mutualisation avec les autres radios associatives et a créé et a été fondatrice avec d'autres du GRAM, qui est un groupement de radios associatives sur la métropole, qui, je dirais, a été l'essence et la naissance de tout ce qui va suivre après. La casquette également de secrétaire de la fédération régionale de la frappe, qui est donc à l'échelle régionale un regroupement de 23 radios sur la région, et sur lequel on essaie aussi de sensibiliser un certain nombre de radios étant sur une zone urbaine. Notre intérêt est aussi de sensibiliser le développement vers le numérique des radios en zone un peu plus isolée. Et puis ma casquette donc de délégué au SNRL sur la question des nouvelles technologies et sur la question évidemment de la radio numérique terrestre, où les enjeux et les implications fortes des radios associatives sur ce terrain-là se jouent aux côtés des institutionnels, du CSA, des ministères. Et donc depuis de nombreuses années maintenant, on répond régulièrement aussi à des consultations faites par ces différentes institutions, de manière à amener la position des radios associatives et faire en sorte d'être entendues au plus haut niveau. Concernant le contexte, je vous rappelle brièvement quelques points. 8 Français sur 10 déclarent écouter la radio au moins une fois par jour. On est arrivé entre le début des années 80 et l'année dernière à la fin de la distribution de l'ensemble des fréquences de la FM, qui fait qu'aujourd'hui la bande FM est saturée partout en France. Donc plus de possibilités pour de nouvelles radios de se créer ou des radios existantes de se développer. 30% des Français ont accès à moins de 10 stations en FM et 10% à moins de 4 stations sur l'ensemble du territoire. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui en FM sur Nantes, vous avez 34 radios. Vous allez sur Saint-Nazaire, qui est quand même déjà une belle zone urbaine, vous n'en avez plus que 20. La radio est aujourd'hui le seul média qui n'est pas encore numérisé, c'est ce que disait Pierre. C'est vrai que c'est aussi quelque chose d'un peu problématique par rapport aujourd'hui à la consommation du média, qui fait qu'on parle de la RNT, de la numérisation de la radio depuis déjà 15 ans. Mais malheureusement, d'année en année, on voit que ce dossier-là ne se concrétise pas, ce qui devient extrêmement dangereux par rapport à l'avenir du média et par rapport à son indépendance et sa diversité. On va le voir un petit peu plus tard. Alors les avantages de la RNT pour les auditeurs. Plus de friture ou de grésillement, ça c'est quelque chose qui est assez magique quand on goûte à la RNT. Quand vous écoutez aujourd'hui la radio et que vous êtes dans votre cuisine, vous pouvez vous rendre compte parfois que vous allez changer la position du poste ou bouger dans la pièce, et donc vous rendre compte que le récepteur en FM va se comporter de manière un peu différente. Donc ça, c'est cet inconvénient-là disparaît avec la RNT. Vous avez également plus de fréquences, c'est-à-dire que l'auditeur va rechercher, quand il va déballer son poste, rechercher les stations disponibles dans la zone dans laquelle il est, et le récepteur va donc mettre de manière par ordre alphabétique, classer par ordre alphabétique l'ensemble des radios, ce qui fait qu'on va pouvoir choisir sa radio non plus au hasard des fréquences, mais de manière assez simple par ordre alphabétique. Ensuite, l'intérêt de la RNT, c'est aussi d'amener plus de diversité sur la radio. Alors c'est vrai qu'on est assez gâté sur Nantes, comme je vous dis, 34 radios, ça fait déjà une offre assez importante. Mais à l'échelle de ce qui se passe par exemple sur Paris, où vous avez une 50aine de radios, il y a quand même un delta relativement important. Et donc il y a des radios aujourd'hui avec des thématiques assez particulières comme le jazz, des radios pour les enfants, des radios qui parleraient des thématiques sportives, qui ne sont pas présentes aujourd'hui en FM, mais qui demandent à avoir la possibilité de se développer sur ces nouvelles ressources. Et donc c'est ces nouvelles radios qui pourraient demain voir jour avec la RNT. Et enfin, quelque chose qui est très important pour le SNRL, c'est l'accès à l'écoute de la radio qui reste gratuite et anonyme.
Alors ces deux éléments paraissent un peu anodins, mais ils sont pour nous importants, dans le sens où aujourd'hui, quand on appuie sur un bouton de manière assez simple, on a donc l'écoute du programme qui est accessible immédiatement, et puis de manière anonyme. C'est-à-dire que la radio ne sait pas qui l'écoute. Et cet élément-là, il est important parce que quelle que soit aujourd'hui votre consommation du média, où que vous soyez et quel programme que vous écoutiez, vous restez totalement anonyme. Et donc c'est contrairement à une écoute sur des réseaux, on va dire IP, donc des réseaux Internet, c'est une valeur assez importante. Par rapport à la présentation de l'expérimentation qui a été faite à Nantes, donc on a démarré à l'initiative des radios associatives. On s'est dit, on parle beaucoup de la RNT depuis de nombreuses années. On parle beaucoup de son coût élevé, de sa qualité qui est mise parfois en question par certains. Et donc, on a trouvé intéressant, dès 2006, de se regrouper avec les radios du Gramme pour réfléchir à comment on pouvait mettre en œuvre une expérimentation et donc tester de manière concrète la qualité, le coût, la pertinence, la pérennité en termes aussi économiques, savoir si les radios seraient capables de pouvoir non seulement investir, mais aussi poursuivre la diffusion de leurs programmes en RNT. Et donc on a travaillé avec donc, les radios nantaises et en collaboration avec des radios thématiques nationales qui avaient inspiré à justement se développer sur la radio numérique terrestre. Et donc comme vous pouvez le voir, on était sur des programmes assez variés, à destination des jeunes, des un peu moins jeunes, des programmes aussi d'information en continu, comme Radio France Internationale. Et on a aussi, dans cette démarche, su convaincre les collectivités locales de nous accompagner sur la maîtrise de cette diffusion numérique, de manière à pouvoir justement démontrer qu'il était possible en RNT de maintenir son indépendance et faire des économies à terme, c'est-à-dire aussi être titulaire de son matériel et de ses équipements, et donc de solliciter par le biais de cet investissement une fois les collectivités, mais ensuite de ne plus jamais aller taper à leur porte pour financer notre diffusion, sachant que le coût de diffusion pour une radio est le coût principal de fonctionnement. Donc ce qui est quand même après technique, après évidemment les salaires des salariés dans les radios. Donc pour poursuivre sur l'expérimentation, quelques chiffres. Donc aujourd'hui, le Gramme exploite 2 sites de diffusion, un sur Nantes et un sur Saint-Nazaire. Donc ces 2 sites ont nécessité un budget de 285 000 euros, sachant que c'est principalement donc sur de l'investissement des antennes, les émetteurs, les encodeurs, les multiplexeurs. Donc aujourd'hui, l'expérimentation qui tourne actuellement touche 90% du territoire départemental, avec potentiellement 1 million d'auditeurs qui peuvent aujourd'hui, en s'équipant donc de récepteurs numériques, accéder donc à une douzaine de radios, dont les 6 radios associatives locales. Et donc, c'était pas une lubie de la part des radios nantaises de pouvoir passer en RNT, c'était aussi concrètement un moyen d'être présent sur l'ensemble de la métropole. Aujourd'hui, les auditeurs qui écoutent la radio peuvent habiter Saint-Nazaire et travailler à Nantes ou vice-versa. Et donc, pour le développement de ces radios, le seul moyen qui était possible pour pouvoir toucher l'ensemble de cette population, c'était la radio numérique terrestre, dans le sens où la FM ne nous laissait plus la possibilité de postuler à des fréquences. Le dernier appel à candidature sur Saint-Nazaire, c'était en 2007, ou 2006 ou 2007. Et donc, certaines radios locales nantaises avaient postulé sur cet appel à candidature. Il y avait une trentaine de demandes sur Saint-Nazaire pour 2 fréquences. Donc ces 2 fréquences ont été attribuées. Et une fois que cette attribution a été faite, sachant que les autorisations en FM sont des autorisations pour 15 ans, eh bien, il n'y avait plus de possibilité de développer ces programmes sur cette zone. Donc le seul moyen qu'on avait, c'était donc de passer par la radio numérique terrestre. Et donc les chiffres qui sont symboliques, mais somme toute intéressants, c'est les plus de 1000 postes vendus
au cours de cette expérimentation, sachant que très peu de communications ont été faites. On a refait vraiment un coup de communication, un éclairage important au moment du démarrage de l'émetteur de Guérande fin janvier. Mais c'est vrai que du coup, le fait de ne pas avoir de lancement massif national peut freiner l'auditeur dans son choix d'investir dans un nouveau récepteur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des retours d'auditeurs ou des retours de partenaires qui vendent des récepteurs sur le terrain, qui nous disent que petit à petit, la réflexion fait son chemin, puisque les auditeurs commencent à se poser la question de la pertinence d'acheter et d'investir dans un récepteur qui ferait que la FM maintenant. Sachant que de plus en plus on entend parler de la RNT, entre autres sur Nantes, mais également au niveau national, les auditeurs sont plutôt maintenant vigilants à se dire que quitte à investir dans un poste, pourquoi ne pas investir dans un poste qui serait compatible avec la radio numérique terrestre. Donc l'objectif affiché de cette expérimentation, c'était d'améliorer donc la qualité de réception des radios associatives sur la métropole, vérifier la capacité de ces acteurs à maîtriser leur diffusion RNT comme ils le font depuis des années en FM, et vérifier l'appétence des auditeurs. Donc je dirais l'expérimentation aujourd'hui qui perdure, qui est autorisée par le CSA jusqu'à cet été, est très positive, puisque le CSA la prend souvent en exemple à l'échelle nationale pour expliquer, en tout cas pour démontrer auprès de ceux qui sont sceptiques et qui disent que ça coûte cher, que si des radios fragiles ou en tout cas des petites radios locales peuvent se débrouiller, alors des grandes radios nationales qui sont aujourd'hui économiquement fortes peuvent probablement aussi se lancer dans cette aventure. Si vous avez des questions sur ces visuels, vous pourrez évidemment me poser tout à fait les questions que vous voulez tout à l'heure. Je poursuis sur en fait cette expérimentation qui nous a permis aussi d'avoir une visibilité à l'échelle européenne, dans le sens où d'autres pays sont aujourd'hui passés à la RNT, comme l'Allemagne qui a démarré commercialement la radio numérique terrestre l'été dernier, l'Angleterre qui a également basculé, les pays du Nord, la Suisse a basculé également. Et aujourd'hui, cette expérimentation nantaise intéresse beaucoup les autres pays européens, puisqu'on a testé une technologie qui permet aussi, alors je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais qui est une première en Europe, puisqu'elle permettait de pouvoir incorporer, on le voit là sur les cartes, de pouvoir incorporer un programme spécifique par émetteur. C'est-à-dire que si une radio ne voulait pas être présent, donc en fait la zone de couverture globale, c'est la zone verte que vous avez ici. Et on avait la possibilité, quand on regarde donc la carte de droite, de pouvoir localiser un programme, c'est-à-dire de pouvoir diffuser une radio soit dans une zone, donc soit à Saint-Nazaire, soit sur Nantes. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible jusqu'alors en numérique, donc sur la même fréquence, et qui intéresse énormément la RTBF ou les radios suisses romandes. Donc on a été amené à présenter à l'UER à Genève les résultats de ces expérimentations, et Continental ainsi que Peugeot sont venus tester leurs véhicules sur la zone, donc c'était au mois de janvier, pour valider que l'expérimentation avait bien été menée et que les résultats étaient concluants. Quand on parle de radio numérique, de quoi parle-t-on ? Souvent, ça prête à confusion, parce qu'on parle souvent de la radio numérique. La radio numérique existe déjà, puisque sur Internet, de fait, c'est numérique, et qu'on peut déjà écouter la radio numérique sur Internet. Donc la radio numérique, c'est quoi ? Est-ce que c'est la radio sur Internet ? Est-ce que c'est la radio dont je parle ? C'est la radio numérique terrestre, où la qualité du son est numérisée, et on retrouve les nombreux avantages que j'ai cités tout à l'heure. Par définition, l'usage en fait cible conditionne la réponse. Puisqu'aujourd'hui, on sait que les utilisateurs, les auditeurs, écoutent la radio selon plusieurs modèles. Ils peuvent l'écouter quand ils sont dans leur voiture, ils peuvent l'écouter sur leur portable, ils peuvent l'écouter quand ils sont chez eux sur un petit poste de cuisine, mais aussi sur un ampli équipé d'un système 5.1. Et donc, l'écoute du son et l'écoute future de la radio se dessine par rapport justement aux différents moyens de pouvoir écouter la radio dans les prochaines années. Donc la complémentarité
se fait pour nous. Il n'y a pas de contradiction, ou en tout cas il y a une vraie complémentarité entre l'écoute et les usages et les possibilités d'Internet et l'existence de cette radio numérique terrestre. On le voit aujourd'hui avec la télévision, c'est-à-dire que la télévision d'hier était une télévision sur laquelle le téléspectateur était passif et regardait un programme. Il n'avait alors accès qu'à 6 chaînes. On a basculé à une offre enrichie avec la TNT, où on a eu accès à une vingtaine de programmes. Et puis on arrive maintenant à la télé connectée, où en fait on vient faire converger le monde de l'Internet et le monde de la télévision, où le téléspectateur peut interagir sur le programme, accéder à un certain nombre de services complémentaires, revoir des programmes. Et donc on a là une manière d'imaginer ce que sera la radio de demain. C'est-à-dire non seulement une radio où vous pouvez être simplement passif derrière le poste, mais aussi réactif en ayant la possibilité d'interagir sur le programme. Et donc cette nouvelle révolution, après l'AM vers la FM au début des années 80, et aujourd'hui la bascule de la FM vers la RNT est inéluctable. Je vous ai mis ici un petit comparatif de manière à savoir aussi les coûts annuels liés à la diffusion de la radio. Je vous ai tout à l'heure que c'était un poste important pour les éditeurs après les coûts des salaires. On voit aujourd'hui que l'intérêt de la diffusion RNT, donc la diffusion hertzienne de la radio, permet de toucher un nombre illimité d'auditeurs. C'est-à-dire que vous ayez un auditeur ou que vous en ayez 100 000, le coût est le même. Donc aujourd'hui, le coût qui est proposé aux radios locales nantaises est de l'ordre de 5 000 € par an. L'autorité qui régule cet espace, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel que vous connaissez, qui du coup signe un cahier des charges avec l'éditeur sur lequel on a des droits et des devoirs par rapport à ces conventions. Il y a des quotas de chansons françaises à respecter par rapport aux nouveaux talents, par rapport aussi à l'éthique et à la ligne éditoriale de la radio. Les avantages de cette diffusion font que la qualité de service est garantie. Quand vous achetez un récepteur, le récepteur va recevoir le programme et vous n'allez pas être contraint par quoi que ce soit, puisque vous aurez la possibilité donc de recevoir gratuitement le programme. Le coût fixe, quel que soit le nombre d'auditeurs, c'est-à-dire que, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a donc un coût qu'on connaît en début d'année. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut s'équiper d'un nouveau récepteur. C'est effectivement une contrainte. Maintenant, je dirais, c'est une contrainte qui peut naturellement être envisagée à partir du moment où un auditeur se pose la question d'acheter un nouveau récepteur et qu'il prend la décision d'acheter un récepteur, sachant que les futurs récepteurs, comme ceux-ci, font la FM, continuent de faire la FM et sont également prêts pour la radio numérique terrestre, et bien du coup, naturellement, on fait basculer les nouveaux auditeurs qui s'équipent sur ces nouveaux usages et sur la RNT. En comparaison donc à la diffusion sur les réseaux mobiles IP comme la 4G ou la 3G, mais c'est valable aussi sur la DSL, on ne fait plus partie, ou en tout cas la régulation n'est plus faite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel mais par l'ARCEP. Le nombre d'auditeurs, à titre indicatif, quand vous souhaitez toucher 1500 auditeurs simultanés, donc qui peut tout à fait être envisagé même pour une radio locale comme Sun ou comme Radio ou comme Prune le matin quand les gens vont travailler ou le soir quand ils rentrent du travail. Là, c'est 1500 radios qui sont derrière leur volant dans la voiture, derrière leur poste de cuisine, au bureau. Pour avoir 1500 auditeurs par mois, j'avais pas mis ça, ces 1500 auditeurs par mois, ça coûtera à la radio 18 000 € par an. C'est pas anodin parce que non seulement, comme on le précise, on va quand même revenir sur les avantages. C'est clair que l'avantage, c'est que le programme est accessible partout où il y a de l'IP. Il y a de l'IP partout dans le monde, donc ça c'est quand même quelque chose qui laisse rêveur. Qu'une majorité des terminaux aujourd'hui mobiles sont équipés de la technologie pour écouter ces radios par la voie IP. Mais les inconvénients qui ne sont pas des moindres, c'est que ça nécessite un abonnement
de par l'auditeur, qui va devoir donc souscrire un abonnement, que ce soit un abonnement mobile ou un abonnement à la DSL. L'écoute de ces programmes n'est plus anonyme, que les coûts de diffusion augmentent avec le nombre d'auditeurs. Donc là, je vous ai mis un auditeur par mois, ça coûte 1 euro. Donc si la radio se développe, plus elle a d'auditeurs, plus le coût de diffusion de la radio sur ces réseaux lui coûte cher. Et la couverture aussi, enfin l'opérateur, et on le voit souvent sur des portails qui sont poussés par des opérateurs télécoms comme Orange ou comme SFR, ces opérateurs vont plutôt avoir envie de mettre en avant leurs services, que ce soit leurs services musicaux, leurs services d'information et leurs services demain de radio. Donc se pose aussi là la question de la diversité et je dirais, l'intérêt pour l'auditeur de pouvoir accéder, comme il le désire, à un ensemble de programmes. Et enfin, un des points aussi qu'on peut aujourd'hui constater, c'est la couverture en zone isolée, qui n'est pas intéressante, ou en tout cas qui n'est pas fiable pour les personnes qui quittent aujourd'hui les zones urbaines et qui souhaitent accéder à Internet dans des zones rurales ou dans des zones isolées, puisque pour les opérateurs télécoms, c'est aussi une question de rentabilité, vu que tout ça est financé par des opérateurs télécoms qui sont des opérateurs privés, qui ont tout intérêt à équiper des zones urbaines qui seront rentables économiquement, que de pouvoir couvrir des zones isolées qui ne toucheront pas forcément un public important. Il y a une question aussi primordiale, et là c'est plus une question politique, sur le pourquoi les radios doivent y aller. Il y a eu en fait à la fin de l'année dernière un rapport sur France Numérique 2020 qui a été fait sur les bilans et les perspectives de la consommation numérique des médias. Et donc autant le plan France Numérique 2012 était très en pointe et poussait le lancement de la radio numérique terrestre, autant celui de 2020 le met un petit peu en veille. Et donc ça, c'est quelque chose qui est inquiétant à travers non seulement ce que je viens de vous dire, mais aussi par le fait qu'aujourd'hui, les opérateurs télécoms achètent à des prix relativement importants la ressource hertzienne. C'est-à-dire que quand un opérateur télécom, je ne sais pas si vous avez suivi les derniers feuilletons par rapport à l'arrivée d'un nouvel entrant sur le mobile, mais à chaque fois qu'il y a des appels d'offres sur ces ressources, donc qui sont lancés par l'ARCEP, les opérateurs télécoms payent à prix très cher leur accès à cette ressource. Et donc, évidemment, vu le contexte actuel, le gouvernement est assez sensible au fait de pouvoir monnayer cette ressource hertzienne. Mais est-on prêt à monnayer cette ressource hertzienne au prix de sacrifier la diversité et le fait de pouvoir aujourd'hui avoir un tissu d'opérateurs radio relativement étoffé et qui aujourd'hui se complète relativement bien entre des opérateurs de services publics, des opérateurs privés, des opérateurs associatifs, des opérateurs locaux commerciaux. Donc la question sur le paysage médiatique de demain qui se dessine maintenant, quand je vous disais que les questions qui se posent et les réponses qu'apporteront les politiques aujourd'hui dessineront le paysage médiatique de demain, dont le paysage radiophonique, se pose aussi sur la question de la couverture du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui on souhaite couvrir l'ensemble du territoire de manière équitable? On parle souvent de la fracture numérique. Ou est-ce qu'on veut plutôt privilégier les zones urbaines? Il est aussi par rapport à l'objectif social ou financier. Est-ce qu'on privilégie l'intérêt social par rapport aux liens et à la diversité qu'apportent ces médias, ou on privilégie l'axe financier? Et puis l'objectif individuel ou collectif. Des médias de masse touchent en général le collectif. Le portable ou la consommation IP privilégie beaucoup plus la consommation individuelle. Donc là aussi se pose la question de l'intérêt, ou en tout cas de la vision qu'on peut avoir de la collectivité pour l'avenir. Et puis le critère politique, le soutien du pluralisme. Quel sera le soutien du pluralisme dans les années à venir? Voilà. Ensuite, comment ça marche? Alors là, je vous ai mis quelques exemples.
Déjà, pour profiter de la RNT, comme je vous l'évoquais, il faut donc des récepteurs compatibles. Mais étant donné que l'Allemagne s'est déjà lancée sur la radio numérique terrestre, de nombreux récepteurs existent sur le marché. De manière assez simple, si la France se lance demain sur la RNT, les fabricants sont prêts. D'ailleurs, ils sont d'autant plus prêts que c'est eux qui vont d'abord commencer par gagner de l'argent en vendant des postes. Les radios n'en gagneront que plus tard, à partir du moment où les auditeurs commenceront à les écouter sur ces nouveaux récepteurs. Donc plusieurs récepteurs existent à des prix très différents. Aujourd'hui, vous avez un modèle ici qui est à 70 €, mais les premiers prix que vous pouvez trouver aujourd'hui en grande surface à Nantes sont autour de 40 €. Donc ce sont des récepteurs, je dirais, accessibles. Et donc la RNT qui était relativement chère il y a encore 5 ou 10 ans est devenue relativement accessible à l'ensemble des auditeurs qui veulent aujourd'hui s'équiper. Tous ces postes numériques, ce qui est très important, permettent et de recevoir la FM et la radio numérique terrestre. Ça fait que la bascule leur permet non seulement de pouvoir continuer à écouter les programmes sur la FM, mais aussi découvrir les programmes de la radio numérique terrestre. Et le calendrier, pour terminer, donc 20 zones vont être lancées en début 2013, c'est-à-dire que les appels à candidature devraient être lancés avant cet été, avec donc un certain nombre d'acteurs qui voudraient se positionner, donc avec un lancement effectif courant 2013, une période de transition assez longue, de manière à accompagner les auditeurs de manière assez douce vers la voie de la numérisation, tout en leur permettant de pouvoir continuer à écouter la FM. Rassurez-vous, à l'exemple de l'AM, vous pouvez toujours continuer à écouter les grandes radios nationales comme RTL, Europe 1 ou France Inter sur les grandes ondes. Et donc le parc automobile qui sera aussi équipé en RNT à partir de janvier 2013. Donc ça, c'est inscrit dans la loi. Les constructeurs automobiles devront intégrer la radio numérique dans leurs véhicules à partir de janvier 2013. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des... Merci Pierre. Moi, je vais me permettre de rajouter 2-3 points. Peut-être le temps, on n'y a pas pensé, mais que tu te rendes sur le site internet pour présenter un petit court-métrage qu'on a préparé pour comprendre la RNT en quelques minutes de manière ludique et rigolote. Le temps pour moi de vous dire que si on s'est posé la question de la numérisation, on pourrait très bien se dire pourquoi ne pas maintenir un système qui fonctionne bien. La FM fonctionne bien, relativement bien. C'est parce que si on a 8 Français sur 10 qui déclarent chaque jour se brancher sur une ou autre radio, on constate année après année un désintérêt des jeunes générations pour ce média qui est un peu vieux, qui n'a pas d'interactivité, et ça nous fait de la peine de nous dire que les nouvelles générations petit à petit vont délaisser cet important média. Donc la numérisation est importante pour permettre à la radio de continuer à vivre. Je voulais également insister sur ces zones rurales dans lesquelles 10% de la population française ne peuvent capter que 4 radios maximum. Il y a quand même là quelque part une inégalité territoriale, et au sein du Conseil de développement, c'est important d'appuyer sur ces axes-là. On paye tous la redevance audiovisuelle au même prix. Radio France, c'est un bouquet de 7 ou 8 radios. Donc quand certains payent le même impôt pour avoir l'audiovisuel public français dans sa totalité, et qu'ils ont donc la moitié parce que la bande FM est saturée, il y a une vraie inégalité sur le territoire, j'ai envie de dire de la République, pour employer des grands mots, mais qui est pas admissible. Et troisième chose, je voulais insister sur la question de la diversité. Puisque la RNT va permettre de recevoir davantage de chaînes, il y a des choses qui sont importantes. Les radios, par exemple à Nantes, il n'y a pas de radio culturellement qui diffuse, qui a une esthétique musicale rock. À Bordeaux, il y en a une. Bordeaux est connu pour les amateurs de rock en France, pour être une ville qui est plutôt rock. À Nantes, on est connu pour les amateurs de musique électronique, pour être une ville qui bouge beaucoup sur la question des musiques électroniques. Et tout ça est très lié en fait. À Bordeaux, ils n'ont pas de radio électro. À Nantes, on n'a pas de radio qui diffuse majoritairement du rock. Moi, ça m'a fait plaisir d'avoir des retours de certains auditeurs,
de la jeune génération, justement celles qui délaissent la radio, qui ont gagné un poste de RNT et qui peuvent écouter du coup la radio nationale ou IFM, qui est une radio rock, qui n'est pas diffusée en FM sur Nantes, et qui nous envoie des emails aujourd'hui pour nous dire « Ah bah ça faisait longtemps que j'ai pas passé une soirée à écouter la radio ». Donc là on est vraiment sur des choses qui sont importantes et qui dessinent les dynamiques aussi des territoires. Soit culturellement, je viens de le dire, soit en termes de dynamique collective. La radio numérique, en l'amenant à Saint-Nazaire, ce qu'on a fait il y a quelques mois, on apporte à Saint-Nazaire 6 radios locales. 6 radios qui parlent aux Nazériens de leur quotidien, des problèmes aux conseils municipaux, des nouveaux travaux, je ne sais de quel autre débat, mais en tout cas de l'actualité locale. Ça change réellement les choses pour la dynamique des territoires. Voilà, c'était trois points sur lesquels je souhaitais insister. Là, je vais vous présenter en fait une vidéo qui a été produite par un réalisateur nantais et qui en fait était le spot de promotion de la RNT lors de l'événement qu'on a mené fin janvier, qui fait évidemment la promotion de la RNT. Je m'appelle Paul Guillou, mais tout le monde m'appelle Polo, je pourrais avoir un peu de papier? Ouais, bien sûr. Tiens. Merci. Ça, c'est mon voisin. Sympa, mais envahissant. Oh merde. Je partage ma vie avec Jean-Pierre. Jean-Pierre? C'était vraiment le meilleur ami de l'homme. Après la mort de Jean-Pierre, j'ai compris ce que voulait dire le mot solitude. Heureusement, mon voisin était là. Cadeau. Au début, j'étais pas convaincu. Puis après, ça allait. Si chacun maintenant, nombre d'entreprises industrielles ou tertiaires, répercute une partie de la hausse de la matière première... On est entre nous, on t'écoute. Jusqu'au choc. Et là, j'ai découvert la radio numérique. Mais la radio numérique, personne ne savait vraiment ce que c'était. La RNT, je n'en sais rien, jamais entendu parler. C'est comme l'analogique, quoi. Enfin, c'est du numérique, mais c'est comme l'analogique, il n'y a pas différent. On a toujours une antenne. À l'intérieur des antennes, il y a des puces. Et en fait, c'est ça qui va permettre de transmettre le signal, s'il y a des relais. Et c'est la NASA, en fait, qui a fait les antennes. C'est pas vraiment terrestre, parce qu'on dit terrestre, mais finalement, la radio numérique terrestre, chez vous, c'est sur les coups de 17 heures pour les plus rapides au standard. J'ai sauté sur mon téléphone, j'ai appelé, j'ai gagné. Mais je savais toujours pas ce que c'était que la radio numérique. La radio numérique, c'est plusieurs radios qui diffusent ensemble sur le multiplex, soit en DAB+, soit en DMB, qui choisissent leur bande, soit la bande 3, soit la bande L. Non, c'est beaucoup plus simple. La RNT, c'est comme la TNT, mais pour la radio. Plus de friture et un son de meilleure qualité. Et beaucoup plus de stations. C'est gratuit et sans abonnement. Bref, la radio numérique, c'est la radio de demain. En fait, c'est tout simple. C'est comme la FM, mais en beaucoup mieux. La radio numérique terrestre arrive en Loire-Atlantique. T'avais raison, mon Polo. C'est bien la RNT. Donc, si vous avez des questions, il y avait quelques petites questions qui m'ont été transmises au début de ma présentation. Par ailleurs, vous avez aussi des questions. Il y avait une question déjà intéressante sur où elle est diffusée aujourd'hui. Vous avez vu la portée de l'expérimentation nantaise. Aujourd'hui, un émetteur numérique a une couverture assez proche d'une couverture FM. Par contre, l'avantage, c'est que vu que vous pouvez synchroniser des émetteurs les uns avec les autres, la nuance vraiment pertinente, c'est que aujourd'hui, l'auditeur qui va prendre son véhicule de Nantes et qui va aller à Saint-Nazaire n'aura aucune coupure dans l'écoute du programme. Donc il y a un confort assez net par rapport à cette qualité d'écoute de la radio.
les émetteurs sont différents des émetteurs FM. C'est des nouveaux équipements, ce qui nécessite de fait de nouveaux investissements. Après, c'est vrai que, étant donné que ça fonctionne quand même sur des fréquences, tout à l'heure je disais que l'auditeur, lui, n'a plus à chercher les radios et les fréquences de ces radios. De l'autre côté, techniquement, ça marche toujours ainsi. C'est-à-dire que les 12 programmes, parce qu'en fait, c'est une seule fréquence qui est donc exploitée actuellement sur Nantes, mais sur cette même fréquence sont diffusées les 12 radios. Donc économiquement, c'est pour ça aussi que ça coûte moins cher. C'est que vu que vous partagez le même équipement et le même émetteur à plus de radios, du coup la facture est divisée à plusieurs radios. Concernant les récepteurs, on l'a dit tout à l'heure, vous avez tout type de récepteurs. Ce sont des chaînes EFI, des autoradios, des radios réveil, et vous allez en avoir, je dirais, de manière massive sur le marché. Vous vous poserez même pas la question d'ici la fin de l'année prochaine si le récepteur sera FM ou RNT, puisque de fait les nouveaux récepteurs qui sortiront seront avec la RNT incorporée. La qualité du son, je dirais c'est la qualité du son, elle est numérique. Alors souvent aussi on se pose la question, numérique ne veut pas forcément dire bonne qualité, parce que pour pouvoir rentrer ces programmes sur cette même fréquence, le son est compressé par rapport à l'analogique où il ne l'est pas. Donc tout l'intérêt de cette expérimentation a été aussi de déterminer le taux de compression de manière à avoir une qualité sonore très acceptable. C'est-à-dire que l'intérêt pour l'auditeur, c'est que s'il s'équipe d'un récepteur radionumérique terrestre, qu'il n'ait pas un mauvais retour en disant la qualité est médiocre, je n'y retrouve pas. Donc l'intérêt justement de la RNT, c'est qu'il apporte cette qualité audio équivalente, voire meilleure, du fait de ce confort que la FM actuelle. Concernant les obstacles sur les ondes et puis les murs, je dirais on fonctionne sur des fréquences un peu plus élevées que la FM, mais ça reste des fréquences relativement, en fait, en gros, hein. On est autour des 100 MHz pour la FM, on est autour des 170-200 MHz pour la radio numérique terrestre. On n'est pas beaucoup plus haut, et en termes de pénétration dans les bâtiments et en termes d'obstacles, on arrive à avoir un confort qui reste très très acceptable. Pour vous donner une idée, sur Nantes, aujourd'hui, avec un récepteur numérique, vous pouvez faire toute la métropole, vous n'aurez pas de rupture au niveau du signal. Vous pouvez même prendre l'ascenseur ou aller dans des caves et continuer à recevoir le programme, ce que vous ne pouvez parfois pas faire en FM. Après, tout dépend aussi de la qualité du récepteur. Hein, ça ne dépend pas que de l'émetteur, la qualité du récepteur est évidemment également en jeu. Et puis concernant donc le Wi-Fi, alors c'était le fond de la dernière question par rapport au Wi-Fi, c'était donc pour... Sans cordon cuivre, disons l'incidence de la transmission de la haute fidélité au travers de la Wi-Fi plutôt que des cordons. Ah oui, alors en fait, oui. Alors, en fait, cette question-là, ça n'a pas grand rapport avec la RNT. En fait, là, c'est effectivement la transmission plus du récepteur avec les enceintes qui diffusent le son, où là, on est sur des technologies qui sont des technologies de transport sans fil, entre l'équipement et puis les enceintes. Donc on est sur des fréquences différentes et sur des systèmes totalement différents. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres interrogations ? Vous nous avez dit que c'est un problème d'émetteurs pour un certain nombre de régions du département. Le pays des Trois-Rivières, le pays de la Mai, le pays d'Ancenis ne peuvent pas réceptionner la RNT. Si. Mais qui gère les émetteurs FM qui peuvent être équipés pour recevoir et diffuser la RNT. Et la deuxième question, vous nous avez parlé qu'on pouvait mettre en relation les émetteurs de Nantes ou de Saint-Nazaire. Oui. Pourquoi le département semble si compliqué à être adapté ?
en fait, pour couvrir, là, j'ai la carte de couverture. On voit en fait que la carte... Enfin, est-ce que je peux mettre en plus gros ? Tac, voilà. En fait, là, c'est la carte de couverture du département. On voit que quand même une grosse partie du département est couverte. En fait, pourquoi on n'arrive pas à toucher le nord du département ? Parce qu'effectivement, pour couvrir le département au nord, c'est un choix technique qu'on a fait de pouvoir en fait couvrir correctement la métropole. Et comme en fait vous... Attends, voilà, je vais prendre ça. Ah non, alors... Il n'y a pas le diffuseur, ce sont les radios. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est nouveau, les émetteurs sont installés en fait aussi au Sillon de Bretagne, au niveau d'un local technique qui est en fait tenu par les radios associatives. En fait, les radios associatives ont investi dans l'équipement avec l'aide des collectivités locales, ce qui fait qu'aujourd'hui elles sont autonomes en FM et en RNT, puisqu'on diffuse sur le même site l'ensemble des programmes, ce qui fait que c'est nous, en tant que diffuseurs, qui diffusons aussi Radio France Internationale, Radio FG, Oui FM, des nouveaux entrants. Mais ça préfigure pas cette carte-là de ce qui va se passer. Pour l'instant, nous, ce qu'on vous présente, c'est notre expérimentation. Vu que le service public n'est pas encore massivement lancé sur la radio numérique, il n'a pas lancé ses propres émetteurs. Souvent, il travaille avec TDF. Donc les antennes de TDF ne sont pas encore passées à la radio numérique terrestre. Il y a un autre gros diffuseur qui s'appelle Towercast, qui a plutôt tendance lui à avoir des gros clients type RTL et type Énergie, Groupe, Chéri FM, Nostalgie, etc., qui ne sont pas lancés non plus. Donc le maillage du territoire tel qu'il sera n'est pas encore fait. Pour l'instant, il y a 2 émetteurs qui sont ceux des radios associatives et qui dessinent cette couverture-là. En fait, juste pour compléter ce que dit Pierre, ce qui explique que ces gros opérateurs, ces gros acteurs de la radio ne se lancent pas dans la radio numérique terrestre, c'est qu'aujourd'hui, un peu comme TF1 avec la télévision analogique, détient, enfin donc là en l'occurrence RTL, ou des groupes comme Europe 1, ou des groupes comme RMC, ou des groupes comme Énergie, détiennent une majeure partie du parc des fréquences. Donc en fait, ce sont des acteurs qui sont non seulement dominants, mais qui ont tout intérêt à maintenir le plus longtemps possible en vie la FM. Et donc qui ne voient pas d'un bon œil le fait que la radio numérique permette d'ouvrir le marché de la radio à des nouveaux acteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un peu comme ce qui s'est passé dans les années 80, alors c'est Énergie qui a un peu oublié cette partie de son histoire, mais je dirais ce qui a initié l'utilisation de la FM, ce sont les radios locales. Les radios locales dans les années 80, souvenez-vous des radios libres, donc ont initié cet usage de la modulation de fréquence. Aujourd'hui, la radio numérique terrestre prend le même chemin, c'est-à-dire que ce sont les radios locales qui se ressaisissent de ces nouvelles technologies pour de nouveau aussi pouvoir se développer, mais cette démarche-là est très mal perçue par les acteurs dominants qui sont aujourd'hui les détenteurs des parts de marché. Excusez-moi monsieur, on avait une petite série, on essaye de prendre des questions dans l'ordre. Ma question est simple, donc là on a la réception avec ces nouveaux récepteurs, et pouvez-vous nous dire, parce que certains décodeurs de télévision TNT ont une section radio, est-ce qu'elle est utilisable ou elle n'a absolument rien à voir ? Ça n'a absolument rien à voir, et en fait c'est donc là aussi un souhait des chaînes de télévision de bloquer l'accès aux radios à ses propres ressources. En France, il y a beaucoup de choses qui sont segmentées. La radio a ses ressources hertziennes, la radio a ses ressources hertziennes, et les opérateurs télécoms de même. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun partage, ou en tout cas aucune envie que les petits camarades viennent récupérer, parce que si la France, contrairement à l'Espagne ou contrairement à l'Angleterre, avait incorporé des chaînes de radio sur les ressources destinées à la télévision, ça aurait par exemple pas forcément permis d'avoir 18 chaînes mais 16 chaînes pour pouvoir utiliser l'espace qui sont aujourd'hui utilisés par les 2 chaînes de télévision et pour pouvoir mettre des radios. Du coup, les chaînes de télévision ont évidemment plutôt favorisé l'émergence de 2 nouvelles chaînes de télévision plutôt que d'accueillir des acteurs radio. Donc jamais en France vous n'aurez cette fonction qui fonctionnera.
Non, allez-y, monsieur. Oui, disons la portée des ondes est également en fonction de l'altimétrie des émetteurs. Plus on est placé haut, plus disons la portée sera C'est le même fonctionnement, c'est exactement le même fonctionnement. Après, il y a une question de rendement qui est en jeu. C'est-à-dire que le modèle, pour l'instant, est intéressant et économique, puisque, comme je le dis, une seule fréquence exploitée permet de diffuser un certain nombre de radios, là une dizaine de radios. Il y a encore quand même une question qui se pose sur le rendement des émetteurs à ces fréquences. Et donc là, on travaille aussi avec des industriels français. Donc en l'occurrence, là, c'est Ecreso qui est un fabricant d'émetteurs, un des derniers fabricants d'émetteurs avec Thomson, d'émetteurs de radio, sur la question du rendement de ces émetteurs. Parce qu'il y a aussi quand même la possibilité d'améliorer toujours pour que, on sait que l'énergie sera de plus en plus coûteuse dans les années à venir, que émettre ça coûte cher, et donc on a la possibilité aussi de jouer sur cet élément-là. Donc en émission, la partie la plus délicate est en montagne, je pense, avec les chaînes montagneuses, oui, vallées. Tout à fait. Après, l'intérêt du numérique, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a la possibilité de mettre des petits relais qui, justement, permet, grâce au numérique, de créer la continuité sans fracture d'une zone à une autre. Après, on est, nous, dans une zone plutôt favorable, plutôt plate, qui permet, avec 2 émetteurs, de pouvoir couvrir une zone relativement étendue. Oui, bonjour. Du coup, moi j'avais 2 questions. Si vous pouviez préciser ce qu'était l'ARCEP, en fait, parce que du coup le CSA, je vois très bien à quoi ça correspond, mais l'ARCEP pas du tout. Et sinon, une deuxième question, en fait, c'est à votre avis, qu'est-ce qui freine pour vous, au niveau du gouvernement, en fait, l'étendue justement de la RNT, si c'était les grands groupes dont vous avez parlé qui détiennent les fréquences FM, ou s'il y avait d'autres causes à ce frein du développement? Alors, l'ARCEP, en fait, c'est l'autorité, c'est le régulateur pour tout ce qui va être réseau privé. Donc, en fait, dès que vous avez des fréquences qui sont destinées à proposer des services de téléphonie mobile, c'est l'ARCEP qui est chargé de gérer le dossier. Sur la question des terminaisons d'appel, sur l'ADSL, sur la fibre, tous ces réseaux-là sont régulés par l'ARCEP. Pour répondre à votre deuxième question, la raison pour laquelle le gouvernement aujourd'hui est si peu enclin à démarrer la RNT, c'est effectivement son accointance, je dirais, avec les grands groupes. Ça s'explique tout simplement. Enfin, on a eu en l'espace de 5 ans tout et son contraire. C'est-à-dire qu'en 2005-2006, vous aviez ces grands groupes qui pensaient prendre de court les petits acteurs, donc avec des moyens financiers, et qui étaient pro-RNT, ce qui expliquait que France Numérique 2012 était à fond sur la radio numérique terrestre. Et quand ils se sont rendus compte que le CSA, lors de l'appel à candidature de 2007, avait pris la décision de jouer l'équité et la diversité en proposant à l'ensemble des éditeurs, aussi bien associatifs que commerciaux, la possibilité d'exister en radio numérique terrestre, à ce moment-là, tous les arguments ont été bons pour ne plus la faire. On assiste là aussi à la question de l'indépendance de certaines autorités, dont l'indépendance, par exemple, ou en tout cas les missions de la DGMIC, qui est en fait une structure chargée logiquement de réfléchir à l'avenir des médias et la numérisation des différents médias, que ce soit la presse, que ce soit l'ensemble des acteurs présents en France. Et pour ce qui est de la radio, étant donné que les acteurs dominants n'étaient pas enclins à vouloir lancer la RNT, le ministère de la Culture s'est plutôt positionné de manière réfractaire par rapport à ce dossier et a tout fait, pour freiner le lancement de la RNT. Je vais apporter un petit complément par l'anecdote, parce qu'il ne faudrait pas qu'à travers le mot accointance, vous imaginiez qu'on extrapole, mais pour vous permettre sans doute d'aboutir à la même conclusion que nous. À l'époque, c'était Christine Albanel, il y a quelques années, qui était ministre de la Culture, quand il était question en France de choisir la norme de diffusion, sans rentrer dans la technique.
Et on était les seuls à militer pour une norme sur laquelle l'ensemble de nos voisins européens s'étaient entendus. Et un beau jour, Christine Albanel, écoutant les seuls 4 grands groupes principaux qu'on a déjà cités à plusieurs reprises, a annoncé au CSA, sans tellement lui donner son mot à dire, qu'elle choisissait l'autre norme. Donc on renouvelait l'histoire du PAL-SECAM. Les traditions ont la vie dure, mais à ce point-là, ça fait peur. Du coup, ça a été un prétexte pour les grands groupes pour bloquer la radio numérique, puisque quelques mois plus tard, et aujourd'hui encore, il y a 2 jours dans les Échos, il disait au CSA, arrêtez, vous êtes fous, avec le choix de la norme qui a été fait, on va jamais s'en sortir, il faut qu'on s'harmonise au niveau européen. C'est donc eux qui prenaient, même par écrit, il y a 6 ans, le choix de cette norme. Aujourd'hui, c'est leur argument pour bloquer le dossier. RTL Group, Energy Group sont majoritaires en France, deuxième anecdote, mais sont des acteurs de la radio qui sont plutôt minoritaires outre-Rhin, puisqu'on parlait de l'Allemagne qui s'est déjà lancée. Outre-Rhin, ils sont fers de lance de la radio numérique terrestre, c'est eux qui ont poussé. Et ils disent, droit dans les yeux au gouvernement français, il n'y a pas de modèle économique pour la radio numérique terrestre pour l'instant, c'est pour ça qu'on est contre en France. Bon, donc voilà 2 petites anecdotes qui sont révélatrices. Juste pour montrer en fait la cohérence des groupes français par rapport au site, donc Digital Radio, c'est .de puisque c'est en Allemagne. C'est donc le site présentant la radio numérique pour le marché allemand. Et on voit en fait sur la présentation le logo énergie qui est ici. Et on a la même chose pour la radio numérique belge où RTL a clairement dit qu'il s'affichait aux côtés de la RTBF pour être fer de lance sur le dossier RNT en Belgique. Donc la RNT est magique et exceptionnelle dans d'autres pays européens, mais elle est vraiment nulle et inadaptée pour la France. Voilà. Oui, pour prolonger effectivement ce que vous venez de dire, si les grands groupes sont hostiles effectivement au développement de la RNT, est-ce que ça veut dire que si le système était mis en place, ils perdraient d'emblée toute une part importante de leur auditoire ? Donc, est-ce que sur le plan économique, bon, effectivement, ils anticipent un préjudice significatif. Deuxième question, je crois comprendre que finalement la décision en la matière est politique. Donc, si une autorité politique voulait développer la RNT, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme argument déterminant au regard de l'opinion pour convaincre l'opinion que finalement l'auditeur a tout à gagner, en dehors de la qualité, en dehors du fait qu'il y a l'anonymat, etc. Parce que le parallèle avec les années 80, les radios libres, manifestement, il y avait une explosion, il y avait un besoin. On était dans un système qui était corseté au maximum, alors que on a eu là vraiment une explosion. Est-ce que le parallèle n'est pas un petit peu audacieux en fait avec les années 80 ? Enfin, je sais pas. Bon, voilà, c'est les questions que je pose. Alors, on va faire des parallèles entre les années 80. En fait, dans les années 80, les RTL, Europe 1 et RMC à l'époque, qui étaient sur les grandes ondes, étaient hostiles à l'AFM. Mais vraiment hostiles, ne voulaient pas entendre parler de l'AFM. Ils s'y sont mis qu'en 1986. Donc 5 ans ou 6 ans plus tard, parce qu'au début des années 80 déjà, les radios libres avaient déjà commencé, et ont mis une quinzaine d'années à reprendre sur la FM leur place d'acteurs dominants. C'est-à-dire que pour regagner des positions, pour recréer des nouvelles chaînes, puisque RTL 2, Europe 2, toutes les chaînes Nostalgie, Chérie FM, Rire et Chanson, tout ça a été créé, en tout cas pour ce qui est des chaînes complémentaires à ces grands groupes, au fil de l'eau. Et donc tout ça leur a permis, après de multiples années, de pouvoir conforter leur place d'acteurs dominants sur le marché de la radio en France. Le fait de lancer aujourd'hui la RNT ne va pas en un instant les déstabiliser. Par contre, évidemment, dans 10 ou 15 ans, ou on va dire dans 5 ou 10 ans, il pourrait y avoir une déstabilisation comme TF1 a été déstabilisé avec la TNT. Mais on voit qu'il y a une reconsolidation aussi du marché. TF1 aujourd'hui a racheté des chaînes de la TNT, Canal+ rachète des chaînes de la TNT, et donc
l'élément se recompose. Après, sur la question, je dirais, la chance qu'on a par rapport au paysage radiophonique français, c'est qu'il est quand même, contrairement à la télévision, beaucoup plus diversifié. On a des acteurs locaux qui sont aujourd'hui des acteurs qui, certes, sont des acteurs fragiles, mais qui permettent quand même d'apporter en matière de pluralisme quelque chose de différent qu'on ne connaît pas forcément sur la télévision. Donc pour, je dirais, répondre à votre première question sur ce risque, le risque pour des groupes comme RTL ou Énergie ou Europe 1, ou Lagardère en l'occurrence, sont relativement faibles. Ils existent, mais surtout ce qui pose comme question, c'est le fait de revoir un modèle ou se reposer la question de la radio telle qu'elle est faite aujourd'hui par ces grands groupes. Et ça fait peur. Parce qu'aujourd'hui, ces groupes-là ont une vision à court terme. Ils n'ont pas de vision à long terme. Eux, leur intérêt, c'est de savoir quel chiffre d'audience ils feront dans 3 mois. C'est pas de savoir quelles seront la position de leur groupe au milieu de la radio dans les 5 prochaines années. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est plutôt embêtant. C'est que ces grands groupes médias français ne soient pas dans une réflexion et dans un engagement sur ce que pourraient être ces groupes dans les années à venir. Sur la deuxième question, par rapport au parallèle, vous pouvez juste me reformuler en quelques... Sur la question politique, oui. En fait, c'est pas une décision politique. C'est pas une décision politique puisque en fait la RNT est inscrite dans la loi. La décision, elle revient au CSA. Et la preuve, c'est que le CSA a annoncé début avril, lors d'une réunion interministérielle, que même si le gouvernement voulait freiner le démarrage de la RNT, le CSA a rappelé qu'il était indépendant et qu'il était là pour faire respecter la loi. Et qu'à ce titre, un certain nombre d'acteurs étant favorables à la radio numérique terrestre, lui, en tant que régulateur, devait répondre non seulement à la loi, mais au fait qu'un certain nombre d'acteurs soient favorables à la radio numérique terrestre. Donc évidemment, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi un aspect politique, puisque le CSA ne peut pas non plus aller vers la RNT, puisque la question du financement, aussi bien pour le service public que pour les radios locales associatives, se pose. Après, la question, c'est comment accompagner ce déploiement de la radio numérique terrestre de manière à ce qu'il puisse être non seulement pérenne pour les radios, peu coûteux pour l'État, et peu coûteux pour les auditeurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à maturation du projet et on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui laissent présager, au vu de ce qui peut se passer aussi en Allemagne ou dans d'autres pays européens, on est arrivé à un moment où là, on peut se lancer dans cette opération. Oui, moi je voulais poser une question sur les antennes en fait, parce que là c'est vous qui avez financé votre antenne. Je suppose que l'État pour les radios du service public va aussi du coup financer l'implantation d'antennes, et pour les acteurs privés du coup comment ça va se passer vu qu'on peut avoir plusieurs radios sur une seule antenne en fait? Est-ce que les radios privées vont devoir aussi financer leur installation ou vont pouvoir comment ça va se passer à ce niveau? Donc en fait historiquement la RNT fonctionne comme la FM, c'est-à-dire qu'il y a des sites de diffusion. À Nantes par exemple vous avez 2 sites de diffusion, le site de Haute-Goulaine qui diffuse la télévision et la radio, et vous avez le site des radios locales qui diffusent les programmes des radios en FM et les programmes des radios en RNT. Pour que ces radios, que ce soit le service public ou les radios commerciales, puissent diffuser leurs programmes, juste pour l'anecdote, Canal+ exploitait juste avant le passage à la TNT les mêmes ressources qui sont aujourd'hui exploitées pour la RNT. Les antennes de Canal+ n'ont jamais été démontées, donc les antennes d'émission n'ont jamais été démontées par TDF. Donc aujourd'hui, pour TDF diffuser en RNT, ce serait relativement simple, c'est investir dans des émetteurs de radio numérique terrestre connectés sur les anciennes antennes de Canal+. Donc économiquement, on a un certain nombre d'économies de part et d'autre à faire, et de manière assez simple, la radio numérique terrestre peut démarrer en France via les sites existants. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de créer des nouveaux sites, ne serait-ce que par aussi le fait que comme la TNT
la RNT est sur un marché concurrentiel, donc le marché de la diffusion. On parle souvent de TDF, mais il y a d'autres acteurs, comme le rappelait tout à l'heure Pierre, donc qui sont Towercast, qui sont VDL, ou des acteurs comme nous, indépendants, qui assumons aussi le fait de pouvoir diffuser nos programmes. Donc des nouveaux sites pourront être créés, mais je dirais c'est le fait aussi de s'appuyer sur un réseau existant qui peut permettre d'initialiser le marché de la RNT. Alors, une question qui aurait peut-être dû être posée plus tôt, mais celle de justement la pléthore de fréquences utilisées. On vient rajouter de nouveaux émetteurs, donc c'est-à-dire qu'on va rajouter des ondes électromagnétiques, et c'est un petit peu à la mode aujourd'hui de dire il y en a trop, on est pollué, c'est de la pollution électromagnétique. Alors est-ce qu'il n'y a pas plutôt en fait une opportunité pour la radio numérique terrestre à dire nous on prend qu'un seul canal et on met 10 radios dessus, donc ça permettrait d'effacer du paysage électromagnétique un certain nombre de canaux anciens. Et justement, quand vous dites mais ne vous inquiétez pas, la FM va continuer à émettre comme les grandes ondes, est-ce que justement il n'y aurait pas quelque chose à jouer là en disant effaçons tout le reste pour alléger un petit peu la charge? Alors oui, la réflexion est très bonne, ne serait-ce qu'elle est très bonne économiquement pour les radios qui, dès qu'elles le pourront, arrêteront leur émetteur FM. C'est-à-dire que pour faire des économies en matière de diffusion, seront dans la réflexion de la pertinence de maintenir une diffusion en FM. Mais on le voit que cette question-là, elle est relativement facile pour les acteurs qui ont des audiences qui sont de l'ordre du point ou on va dire entre 10 et 20 000 auditeurs. Elle est peut-être plus difficile pour des auditeurs, pour des radios qui ont pléthore. Alors pléthore, ça peut être 50 000, 100 000 auditeurs en FM. Ne serait-ce que couper un émetteur FM, symboliquement, ça a une répercussion immédiate, puisque on ne peut pas savoir du fait de l'anonymat si l'auditeur a encore son vieux poste ou a encore son poste RNT. Donc il y a une décision politique à prendre, mais la position politique, autant le bon sens va dans ce que vous avez évoqué, il y a aussi des réfractaires à la RNT. Et ceci, parmi les radios locales, il y a aussi un certain nombre de radios qui sont battues pour avoir la possibilité d'émettre en FM, qui sont aujourd'hui pas forcément favorables à se lancer immédiatement dans la radio numérique terrestre. Donc ne serait-ce que par rapport à l'ensemble de ces éléments, de par les auditeurs et de par les éditeurs, qui de toute manière vont avoir besoin d'un certain temps avant de s'équiper et de prendre conscience que cette voie de diffusion est plutôt pertinente, il y a, je dirais, un passage naturel. La TNT n'a pas été switchée le jour où 10% des téléspectateurs se sont équipés. C'est-à-dire qu'il y a eu un simulcast, une diffusion en analogique et une diffusion en numérique pendant un laps de temps. Puis, on a déterminé une date d'extinction, puis l'arrêt des émetteurs, une fois qu'on s'était assuré que la majorité des utilisateurs s'étaient équipés, on a pu arrêter les émetteurs. Je vais apporter un petit complément de réponse précisément sur la question un peu de santé publique que vous évoquiez. Effectivement, c'est un bon argument. Il va y avoir cette période transitoire pendant laquelle il y aura à la fois la diffusion d'ondes pour la diffusion de la RNT tout en maintenant la diffusion de la bande FM. Il faut toujours garder en tête que la possession d'une partie du spectre, l'attribution par le CSA d'une partie du spectre, que ce soit sur la bande AM, sur la bande FM ou sur d'autres bandes en RNT, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, qui se monnaie derrière très cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui les radios qu'on appelait à l'époque les radios périphériques, on va pas les reciter une énième fois, mais continuent à être sur la bande AM alors qu'elles n'ont plus raisonnablement qu'1% de leur audience qui est encore effectuée. C'est une audience qui décline. Tout le monde écoute la radio sur la bande FM aujourd'hui. Et pourtant, un émetteur en AM, on peut parler d'écologie aussi quand on parle de tout ça et de santé publique. Un émetteur en AM consomme en termes d'électricité l'équivalent annuel d'une commune de 5000 habitants. C'est énorme. C'est énorme. Et ces grandes radios continuent d'entretenir ces émetteurs pour une audience qui finalement leur coûte cher,
la bande AM coûte cher aux grandes radios, continue de polluer, comme vous le dites, notre atmosphère d'ondes électromagnétiques qui n'ont rien à y faire, puisque plus personne n'écoute la AM, parce que le jour où elle lâche la bande AM, le gouvernement va la revendre pour d'autres utilisateurs. Donc il y a la question écologique. La RNT, d'être 12 radios sur un seul émetteur, c'est aussi 12 fois moins d'électricité qui est dépensée. 12 fois moins d'ondes, mais 12 fois moins d'électricité. Il y a ces deux... Juste, faut pas oublier le côté face, le côté pile qu'on a évoqué. Si c'est formidable de recevoir la radio partout, c'est aussi terrible de recevoir que la radio aille partout. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à prendre leurs vacances le plus loin possible de toute chose qui leur rappelle la ville, le boulot, etc. Donc on va dans un endroit où on reçoit même pas le téléphone, et où on espère ne pas recevoir la radio. Si on couvre le territoire d'un truc magnifique qui rend service croissant à tout le monde, méfions-nous quand même du fait qu'il y a peut-être des gens qui se rencontrent et qui seront juste capables de se cacher. si je peux me permettre, du coup, en fait, la radio telle qu'elle est consommée là, votre récepteur n'émet rien. C'est un élément passif, le récepteur. Et c'est beaucoup moins dangereux d'écouter la radio chez soi avec ça que d'écouter la radio avec ça. Parce que ça émet par contre. Et quand vous êtes à proximité, le nombre de personnes, si vous avez demain une généralisation des gens qui écoutent la radio par là, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir des conséquences sur l'aspect sanitaire que si effectivement vous avez un seul émetteur qui émet sur une zone, mais qui permet de recevoir le programme sur un récepteur qui lui est passif. Après, le commentaire de Pierre est très juste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'exploitation de ces fréquences ne sera plus utilisée par un certain nombre d'acteurs, je dirais les fréquences seront attribuées pour d'autres usages, que ce soit l'aviation civile, le militaire ou autre chose. C'est des fréquences en or, ces fréquences. Donc elles sont de toute manière destinées à un usage quel qu'il soit. Elles ne seront jamais laissées en jachère et utilisées pour d'autres choses. Oui, moi j'aurais deux questions. La première sur la qualité. L'arrivée de la TNT, pour l'image, ça a correspondu à une amélioration très nette de la qualité de l'image. Et aujourd'hui, on passe une autre étape avec la télévision HD, avec la haute définition. Pour la radio, est-ce qu'on peut imaginer des sauts techniques du même ordre ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on aura de la radio HD un jour même si ça dépend aussi de la qualité des enceintes, etc. Alors en fait, aujourd'hui, ce qui existe déjà, et c'est Radio France qui propose ce genre de programme, en fait, c'est soit du 5.1, soit des écoutes en binodal, c'est-à-dire en fait, on va recomposer un espace 3D avec simplement une paire d'enceintes ou des écouteurs basiques. Et en fait, c'est ces apports technologiques qui permettent aussi de plonger l'auditeur dans des nouvelles expériences qu'on ne pouvait pas faire en FM. C'est une manière d'appréhender le son qui est différente. Parce que je dirais, une fois que le son est numérique et que l'oreille n'est pas capable de détecter ces défauts de compression, on est capable d'aller beaucoup plus loin en termes de retransmission d'espace. Et donc c'est, je dirais, sur ces aspects-là qu'on peut imaginer demain des évolutions. Et je pense que la majorité des évolutions se jouera aussi sur les services. Donc autour du son et autour des nouveaux services et de l'interactivité. Et la deuxième question, alors celle-là c'est peut-être plus délirant techniquement, mais vous avez dit tout à l'heure qu'un décodeur TNT télévision pourrait très bien diffuser de la radio, enfin s'il y avait eu d'autres choix. Donc à l'inverse, un récepteur de radio numérique peut diffuser de l'image. Donc on peut avoir un écran sur un récepteur de radio. Et donc du coup on réinvente autre chose. Enfin je dis ça parce que sur Internet aujourd'hui la radio elle est de plus en plus filmée. Mais maintenant on la regarde la radio sur Internet, on l'écoute même plus, on la regarde. Et donc est-ce qu'on peut aussi avoir des évolutions de ce type ? Tout à fait. Il y aura de toute manière une généralisation de l'écran sur les récepteurs. Après, là où il ne faut pas se tromper, c'est que la bande passante, en tout cas l'espace utilisé pour diffuser la radio, restera, quand vous êtes en mode hertzien, limité. Donc vous pourrez diffuser de la radio, mais il y a un certain nombre de contenus comme de la vidéo que vous ne pourrez pas véhiculer par le biais du canal qui vous permet de diffuser la radio. Par contre, là où je pense qu'il y a effectivement un enjeu important, c'est dans la mixité entre le fait de pouvoir écouter la radio et accéder à d'autres contenus produits par la radio par le biais de l'IP. C'est-à-dire que sans forcément venir consommer la radio
par le canal principal IP, on continue de le consommer par le même canal qu'avant, c'est-à-dire le canal hertzien, mais on va pouvoir accéder à tous ces nouveaux contenus, soit vidéo, soit interactivité, soit pouvoir choisir ou intervenir dans le programme par le biais de cet écran qui sera incorporé au récepteur. Il y a déjà, en fait, on teste nous sur Nantes ces fameux récepteurs équipés d'un écran où on sent que, je dirais, la bascule peut se faire relativement vite pour proposer de nouveaux services aux auditeurs et surtout aux jeunes auditeurs qui aujourd'hui sont en attente de pouvoir justement interagir et intervenir sur le programme. Mais si on utilise le canal IP, du coup on perd l'anonymat. Tout à fait. C'est un choix, mais ce qu'il y a, c'est que pour nous, on laisse le choix à l'auditeur. C'est-à-dire que l'auditeur a le choix. Alors que si demain, on ne permet pas de diffuser la radio par la voie hertzienne, on impose à l'auditeur de ne plus être anonyme. Et puis, je rajouterais sur la question de l'image que c'est également une question de choix de la part de l'éditeur. Vous pourrez ou non envoyer des images associées à tel morceau de musique qui est en train de passer, la pochette de l'album, la carte météo pendant que vous êtes en train d'annoncer la météo, ou pas. Et ça revient à votre première question sur la qualité audio. De toute façon, vous avez donc une certaine bande passante qui vous est attribuée. Soit vous y consacrez une certaine part à l'envoi d'images associées au son, soit vous consacrez l'ensemble de la qualité qui vous est proposée au son, soit aux deux. Et puis le deuxième choix, c'est aussi quelle vision du média on a dans l'avenir, comment on a envie de transformer la radio. Est-ce que à cause ou grâce, on ne sait pas encore, à Internet, tous les médias vont finir par être les mêmes, à faire de l'image, du texte et de l'audio, ou est-ce qu'on essaye d'entretenir la spécificité à laquelle nous on est très attachés, par exemple du média radio. Un média radio, c'est vraiment pas comme la télé, c'est pas intrusif. Quand vous l'avez branché chez vous, il n'y a pas cette image qui est dans votre salon ou dans votre cuisine. C'est un média qui vous accompagne dès le matin, qui vous accompagne sur la route, qui vous dérange pas trop, mais en même temps qui est là, qui vous fait découvrir de nouveaux programmes, de nouvelles actualités. Bref, à vouloir à chaque fois aussi... vraiment, le fond du discours et du propos, c'est comment on pense l'évolution du média dans les prochaines années, ce que ça doit être, et pas dans les prochains mois, en fonction effectivement d'intérêts plutôt financiers ou autres, ou technologiques. Et donc si on se laisse porter par chaque évolution technique et technologique, effectivement, on va tendre, on arrêterait de faire la RNT, on diffuserait la radio numérique simplement sur Internet, on mettrait des caméras de vidéo dans tous les studios de radio, et puis finalement, c'est pas intéressant de voir un studio de radio, donc on transformerait les studios de radio en plateau télé, et puis on ferait de la télé, et comme les télés maintenant ont des articles écrits sur leur site Internet, on ferait la même chose que la presse papier qui se mettrait à avoir ses propres... et on tourne en rond. Donc c'est quelle vision du média on essaye de proposer en essayant modestement de baser notre réflexion sur l'intérêt général. C'est des grands choix, quoi. Okay, du coup, si vous diffusez de la radio par votre émetteur et par ailleurs de l'information par l'IP, vous allez avoir deux autorités de tutelle, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, le CSA et l'ARCEP. En fait, l'ARCEP ne contrôle pas aujourd'hui le contenu, il contrôle en fait les tuyaux. C'est-à-dire qu'il va être en capacité d'autoriser ou non des opérateurs à utiliser de la fibre, de la DSL, de pouvoir poser des technologies sur ces tuyaux, mais ne contrôle en aucun cas les contenus qui sont véhiculés sur ces tuyaux. Là se pose justement la question, là très chaude, de l'avenir du CSA. C'est-à-dire que, et de la pertinence de faire fusionner ces deux institutions qui sont l'ARCEP côté tuyaux et le CSA côté contenu. Ok, ma question elle est plus sur donc le développement du coup de la RNT sur le territoire. Donc si j'ai bien compris, malgré les résistances parfois violentes de quelques acteurs, le CSA semble décidé à lancer son appel d'offres sur 20 agglomérations, c'est ça? Est-ce que... Alors d'une part, j'ai une question sur votre expérimentation, j'ai compris qu'elle s'arrêtait cet été. Et que donc, est-ce que Nantes va être dans les 20 déjà? Enfin Nantes, je veux dire, le territoire va être dans les 20 agglomérations concernées et donc est-ce qu'il y a encore des risques de blocage ou est-ce que tout ça va enfin...
Donc en fait, on a une autorisation, parce qu'en fait l'expérimentation est pérennisée tous les 6 mois par le CSA. Donc en fait, c'est un peu contraignant aussi pour nous, parce qu'à chaque fois, il faut que on justifie de ce qu'on a fait les 6 derniers mois et pourquoi on veut poursuivre l'expérimentation. Et puis, de fait que c'est un peu précaire comme situation, le fait de ne pas savoir 6 mois après ce qui va se passer. Donc ce qu'on avait demandé au CSA, c'est de pouvoir poursuivre, même si l'appel à candidature était lancé, dans le sens où il y a eu déjà cet écart de fait sur Paris, où l'appel à candidature en 2007-2008 était lancé et l'expérimentation de TDF était en cours et perdure d'ailleurs toujours. Il y a toujours une expérimentation sur Paris qui est en cours, que personne ne connaît, ou en tout cas sur laquelle personne communique, étant donné que ceux qui sont diffusés sont les acteurs qu'on a évoqués plusieurs fois et qui ne veulent pas y aller, donc qui ne parlent jamais de cette expérimentation, mais TDF continue quand même de diffuser ces programmes. Donc sur la question, je dirais, de la pérennité de cette expérimentation, nous, effectivement, on fera tout pour soit avoir des garanties sur le fait que là, cet appel à candidature sera le plus court possible, donc dans des délais, je dirais, raisonnables, de l'ordre de 8 mois, sachant que les radios locales, de fait, qui sont déjà autorisées en analogique, c'est-à-dire en FM, c'est le cas des radios, des 6 radios nantaises, sont prioritaires sur la RNT. Donc on a quelque part une garantie légale qui nous permet d'être assuré d'avoir une place sur cette RNT. Après, concernant je dirais la décision du CSA de prendre et d'amener la RNT au plus vite, je pense que voilà, par rapport à ce calendrier 2013, on est dans quelque chose qui semble réalisable. Puis on n'oublie pas de dire qu'il y a des mandats également au CSA, que le président du CSA, Dominique Baudis, le président précédent du CSA, a lancé la première réflexion sur la RNT. Donc il a eu un geste fort à la fin de son mandat, et donc il incombait à son successeur, Michel Boyon, l'actuel président, de rendre ça opérationnel. En janvier 2013, il termine son mandat, Michel Boyon. Pour l'instant, c'est niveau 0 sur l'avancée du dossier, et le vice-président du CSA en charge spécifiquement de la radio numérique, Rachid Arabe, qui était l'ancien présentateur du journal télévisé de France 2, lui a son mandat qui arrive également à échéance de janvier 2013. Donc vu que le principal objectif qui lui avait été confié était de lancer la radio numérique, il y a aussi des calendriers qui les amènent à être un petit peu actifs. Et quant à la pérennité de notre expérimentation, du coup, nous on les a bien aidés, contrairement à d'autres acteurs nationaux, en montrant que c'était possible, techniquement, financièrement, etc. On espère bien, quand même, que derrière, ils vont être corrects avec nous et nous permettre de continuer. C'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que le CSA, sur cette aventure-là, a été relativement exemplaire. Rachid Arabe a été à l'écoute de notre démarche pratiquement dès le départ. C'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas acquis au démarrage de notre initiative, dans le sens où on voyait un petit peu d'un mauvais œil le fait que sur le numérique, les radios associatives s'emparent en fait de leur diffusion. C'est aussi il faut se rappeler de ça, hein, c'est un monopole historique de TDF, la diffusion, et le domaine du numérique, on nous expliquait très souvent que c'était compliqué parce que c'était numérique, et donc on a prouvé par notre initiative que le numérique, au contraire, c'était les jeunes qui devaient s'en saisir, et que aujourd'hui les éléments et les accords que nous avait donné le CSA permettaient de construire un argumentaire et de prouver aujourd'hui qu'il y avait une pertinence à lancer ce dossier et à faire en sorte, Rachid Arabe qui était là justement fin janvier nous a félicité par rapport à cette démarche, puisque ça permet aussi de faciliter le travail du CSA et de dire maintenant ça suffit. Les arguments des gros, on vous a
entendu, vous avez demandé des moratoires de 18 mois, vous nous expliquez qu'il n'y a pas de modèle économique, alors on ne comprend pas parce que une fois c'est la crise et vous faites aujourd'hui des chiffres d'affaires records par rapport aux ventes de vos espaces publicitaires. Donc expliquez-nous un peu ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui on est arrivé au bout des argumentaires, jusqu'à même contredire leurs propres argumentaires d'il y a 5 ans. Et je pense que le CSA en a marre et veut terminer, je dirais, son mandat sur cette réussite de la RNT, ou en tout cas en lançant réellement ce dossier. Et puis à chaque fois, on rappelait Rachid Arabe qu'on prendrait la responsabilité par rapport au succès ou à l'échec de la RNT. Il nous suffisait simplement d'être autorisé à le faire de manière à prouver et à prendre cette responsabilité à l'avenir. Oui, du coup, on a... S'il n'y a plus de questions, donc Si, une question ? Formidable. Juste avant de faire une petite démonstration, on va vous permettre de comparer justement le son avec un récepteur somme toute très basique, en alternant entre par exemple la radio Sun en FM et la radio Sun en RNT. Justement, ma question, c'était une question de béotien, et il faudra que je jette mon transistor, et j'emploie l'expression exprès, pour en acheter un nouveau qui ne sera plus un transistor, qui sera je ne sais quoi. Il y a différentes... Il faudra que je jette mon auto, parce que l'autoradio pareil. Alors, d'où la longue période de transition d'une dizaine d'années, il faut penser au renouvellement du parc automobile. Ceci dit, vous serez toujours en capacité, si vous êtes pressé de tester la RNT dans votre automobile, de remplacer simplement l'autoradio. Votre transistor, il va falloir le jeter. Ils ont fait quelque chose qui était intéressant en Angleterre au début de la crise en 2008, quand ils se sont lancés également en RNT. Comme nous, parallèlement à notre plan anti-crise prime à la casse pour les voitures, ils ont fait une prime à la casse pour les transistors radio. Donc quand vous arriviez au magasin pour acheter votre transistor RNT à 50 €, si vous rameniez votre transistor FM, vous le payez 25 €. Donc il y a des modèles intelligents, incitatifs à mettre en place. Encore faut-il avoir la volonté. Non, mais vous n'avez pas, sur la majorité des récepteurs même qui font aujourd'hui que la FM, les ondes courtes disparaissent. C'est-à-dire que vous êtes maintenant parfois obligé de mettre plus cher pour avoir les ondes courtes, parce que les fabricants de chipsets, de composants électroniques, se posent la question de la pertinence d'incorporer ça, et donc du coup ça vient à disparaître aussi du côté des récepteurs. Donc c'est vrai que la question qu'évoquait Pierre tout à l'heure sur l'arrêt de l'AM va forcément se poser à partir du moment où le marché va voir totalement disparaître C'est ça. Donc là, c'est, je sais pas si la réception reste d'assez bonne qualité en centre-ville. Donc là, on a en fait Sun en qualité FM. C'est vrai que je sais pas si les enceintes sont... On a une assez bonne qualité en centre-ville. En fait, là où il faut vraiment faire la différence, on va essayer de la faire comme ça. Non, ça reste correct. En fait, ici en Bretagne, il n'est pas si loin. Donc, étant en centre-ville, on a une bonne couverture. Ici, en plus, on est un peu en hauteur. Il faudrait presque faire l'essai en bas du bâtiment. C'est vraiment de... Non, ça marche pas. Ça, faudrait le mettre par terre. En fait, la distinction est pas... Voilà. C'est ça que vous n'avez pas forcément. Alors après, si ce que je peux vous faire découvrir, c'est peut-être des... Ça, c'est numérique, ça. Mais ce qui compte, c'est que les investigations ont débuté donc ça, c'est et qu'ils RFI. seront emprisonnés. Donc là, au niveau du son... J'ai demandé au juge d'instruction quelles étaient les chances de succès de mon affaire. Il m'a répondu 100%. Vous saviez que la police avait recours à ce genre de méthode violente? J'imaginais qu'il y avait de la violence, mais pas à ce cette point. radio On m'a aussi giflé, mais ça, ce n'est pas trop grave. S'il n'avait fait que me taper, j'aurais déposé une plainte et il n'y aurait rien.
RFI. Me régale, moi. Jean-Pierre, tu es beau quand tu manges le couscous de Flanche. Comme ça, on retrouve les radios commerciales, ça c'est FG, on est en Quand tu vas au buffet plein, te resservir, c'est magnifique. en Tu pleine reprends page de tout, du publicitaire. poulet, des merguez, des boulettes. Bah oui, c'est à volonté. Hein. Mais ce merveilleux sourire au moment de payer. Ça ne coûte que 6,95 €, tu sais. Donc ça c'est Oui FM, qui est donc une radio rock, qui est une radio parisienne, qui souhaite aussi se développer à l'échelle nationale. Après on va aller sur des formats... Alors Radio France en fait a un positionnement un peu bizarre, parce qu'en fait Radio France historiquement était avec les radios, les grandes radios, et en fait en l'espace de 5 ans il y a eu le changement, en fait c'est passé de Cluzel à Jean-Luc S, et donc ça a basculé, mais Radio France est une vieille maison qui fait que le temps de basculer et que l'ensemble des personnes complètement. Mais ils sont aujourd'hui favorables à la RNT, mais étant dépendants de l'État qui lui est hostile, fait qu'aujourd'hui Radio France est pas très pushing sur le sujet. Oui, bonjour. En fait, j'aurais juste aimé savoir s'il existait des récepteurs, mais pour écouter directement en assez bonne qualité. Si oui, vous avez des récepteurs. Alors, je peux vous montrer sur le... Parce que malgré le fait qu'on passe en RNT, peut-être que l'écoute serait moins bonne qu'en FM. Oui. À l'heure actuelle, avec ce genre de poste, ça non. peut être éventuellement moins bon qu'un bon poste FM classique. Quoi. Non, mais après, ça, c'est un petit poste de cuisine. Hein. Là, je me suis branché sur la sortie. Voilà. Non, mais après, oui, vous avez des récepteurs qui sont des récepteurs stéréo avec. Enfin, là, je peux peut-être vous montrer quelques récepteurs qui sont vendus sur le marché allemand. Alors, si on prend. Vous allez retrouver en fait le même type d'ampli avec la radio incorporée. Donc là vous avez des mini chaînes qui sont pas forcément. Après ça dépend votre niveau de votre niveau d'oreille, votre attente en matière de qualité. Je pense que quand on travaille nous avec des radios comme TSF Jazz, ce sont des gens qui sont des puristes du son. Donc pour eux, il y a quand même une attente en matière de qualité sonore qui est assez poussée. Donc par exemple, c'est aussi avec eux qu'on a essayé de tester le taux de compression. Donc on s'est mis d'accord sur un taux de compression pour que par rapport à leur attente en matière de qualité, on réponde à leurs exigences. On est sur des taux de compression qui sont assez similaires, mais un MP3, si vous prenez un MP3 par exemple en 128, ou si vous prenez un MP3 en 320, vous n'allez pas avoir la même perception. C'est-à-dire qu'à 320, votre oreille aura quand même du mal à percevoir cette dégradation. Aujourd'hui, à 96 kg, on est à peu près à un équivalent de 128-160 kilobits par seconde en MP3. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que le CSA autorise chaque radio à être... Parce que oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, la RNT n'est pas diffusée en MP3, mais diffusée en AAC+, qui est en fait une norme de compression qui est une des dernières évolutions concernant la compression sonore. Et donc, pour avoir un équivalent, pour vous donner une idée, aujourd'hui, le niveau de qualité qu'on arrive à obtenir, c'est un niveau de 192 kilobits par seconde, un MP3 en 192 kilobits via la radio. Donc après, il y a aussi une réalité qui est que quand vous êtes dans une voiture, il y a quand même des bruits parasites qui font que vous ne pouvez pas profiter pleinement de la qualité sonore. Quand vous êtes dans la cuisine et que vous écoutez sur ce type de poste, l'exigence et donc une majorité d'auditeurs écoutent quand même sur des récepteurs qui sont de moyenne qualité. Enfin, pas en réception, mais en qualité sonore. Mais pour l'auditeur de France Musique, par exemple, de France Classique. Et par exemple, France Musique, il y a, alors c'est Edwige, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui est venu aussi sur Nantes, qui était venu avec un CD
et qui est venu tester des taux de compression parce qu'ils font des tests, il y a des batteries de tests par rapport à des instruments, des cuivres qui sont en général, qui subissent, en tout cas qui se comportent mal quand vous les compressez. Donc il y a un certain nombre des batteries de tests comme ça qui sont faits sur des morceaux spécifiques que eux détiennent et qu'ils testent justement sur la RNT, de manière à ce que l'auditeur vraiment audiophile puisse avoir ce ressenti de qualité à l'écoute de ces programmes. Puis le service public a cette capacité à préempter des fréquences sur les acteurs privés. Les choses ne sont pas encore dessinées, mais il est fort probable que là où sur un émetteur où on sera une dizaine de radios à se partager une fréquence, peut-être que le service public va dire nous, on va être que 6. Et à ce moment-là, on aura une capacité, une bande passante d'autant plus importante, notamment pour France Musique ou des choses comme ça. Actuellement, France Musique a toujours une puissance qui lui est accordée qui est bien supérieure en FM à n'importe quelle autre radio, qu'elle soit musicale ou rédactionnelle, pour la qualité effectivement de cette musique spécifique qui ne peut pas s'écouter avec une qualité moyenne. Et puis je dirais c'est aussi les goûts et les couleurs, ça a posé un vrai problème par exemple à Radio France, quand sur France Musique ou sur France Inter, ils ont installé des traitements de son. C'est-à-dire qu'à l'origine, France Inter n'avait pas besoin de traitement de son, vu comme dit Pierre, les puissances des émetteurs étaient largement supérieures, sauf que la facture était également largement supérieure, et ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être des compromis à faire pour satisfaire une majorité d'auditeurs, et donc ces compromis passent aussi parfois par des petits artifices sonores qui font que les auditeurs pensent que le son par exemple est plus fort, plus robuste, alors qu'en définitive, il ne l'est pas. Est-ce que ça veut dire que donc chaque radioémettrice peut avoir un taux de compression différent d'une autre ? Techniquement. Ou bien il doit y avoir une norme qui est la même pour tout le monde ? Alors, techniquement, oui, mais là de nouveau, le SNRL intervient et demande à ce que l'ensemble des radios bénéficient de la même ressource hertzienne. C'est-à-dire que chaque éditeur, qui soit du service public, qui soit associatif, qui soit commercial, bénéficie de la même bande passante pour proposer, quelle que soit l'évolution du média, n'importe quel type de service. Je vous donne un exemple tout bête. En Allemagne, par exemple, il y a une radio spécialisée dans le sport, et le soir des multiplex sportifs va diviser son antenne, donc utiliser la même bande passante, mais du coup dégrader la qualité de chacun de ses programmes pour offrir à ses auditeurs un match de basket, un match de foot, un match de hand en simultané. Ce qui n'est pas possible en FM puisqu'une radio ne peut pas diviser comme ça ses programmes les soirs de match. Donc c'est après un choix de l'éditeur de pouvoir utiliser sa ressource comme il le souhaite, avec un point quand même qu'a fait remarquer Pierre, c'est que Radio France aura sa fréquence propre, et donc sera en capacité, si elle le désire, de pouvoir moduler ses programmes selon le type de contenu. Je vous propose d'en rester là pour ce soir, et pourquoi pas, s'il y a encore quelques questions très techniques, de ne pas hésiter à venir les poser directement à Pierre. Merci à tous. Merci à vous. À bientôt.